Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de cet épisode spécial de questions d'actu ce soir, entreprendre en société. Un épisode spécial puisqu'il se tient en marge de la conférence régionale sur le futur de l'entrepreneuriat, de l'emploi et le rôle de l'entrepreneuriat et des TPME en Afrique du Nord, organisée conjointement par le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences et par la Banque africaine de développement. Avec un focus sur le cas Maroc. Cet épisode est spécial d'abord de par le calibre des intervenants autour de ce plateau, mais surtout, il donne la parole à ceux qui forment, qui constituent cet écosystème de l'entrepreneuriat marocain. Une interactivité voulue pour interpeller justement les parties prenantes sur les opportunités, mais aussi et surtout les freins à l'entrepreneuriat. Concernant ces derniers, il y a bien sûr le financement, qui n'est pas le seul handicap, rappelons-le, mais qui est un des plus importants, mais reste aussi la dynamique sociétale. Est-ce qu'elle encourage l'entrepreneuriat? Est-ce qu'elle privilégie plutôt le salariat ou le fonctionnariat, car plus sûr et plus serein? Enfin, on verra. L'éducation entrepreneuriale n'est pas non plus notre fort, puisqu'elle intervient après un cursus académique classique, en tout cas dit classique. Est-ce trop tard pour penser à entreprendre? Et il y a aussi les autres prérequis qui sont cette fois du ressort des pouvoirs publics. Comment fixer les priorités pour une transformation structurelle de l'acte d'entreprendre dont l'objectif ultime est une croissance rapide et une création d'emplois décents? Sans oublier l'égalité des chances entre les régions, l'égalité des chances aussi tout court pour créer une entreprise et créer de l'emploi aussi. Je terminerai en rappelant quelques chiffres du Haut Commissariat au Plan concernant le chômage. Alors, bonne nouvelle pour le premier trimestre, le taux de chômage a baissé, quelque chose comme 12,1%, mais chez les 15-24 ans, la tendance est en revanche haussière. Le taux de chômage y atteint 33,4%. Sans plus attendre, je vais maintenant introduire mes chers invités autour de ce plateau. Et je commencerai par le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Bonsoir Younes Kouré. Bonsoir Khadija. Un plaisir de discuter avec vous d'entrepreneuriat. Vraiment, plaisir partagé. Sans langue de bois et à bâton rompu. Oui, forcément. J'ai également le plaisir d'accueillir sur ce plateau spécial, cet épisode spécial de questions d'actu, Yacine Fall. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Banque africaine de développement, chargée du développement régional. Et vous avez été parmi mes premières invitées sur un des plateaux de Médien TV. Et un plaisir renouvelé de revoir votre sourire légendaire. Ravi d'être à nouveau au Maroc et d'être avec vous, de vous retrouver et de retrouver beaucoup de personnes connues. Merci. Et en face, Madame Barka Bouaïda pour représenter les régions. Elle est présidente de la région Guelmé Ouadnoun, mais aussi et surtout présidente de l'association des présidents des régions du Maroc. Bienvenue à vous également sur ce plateau, Barka Bouaïda. Merci beaucoup, Khadija. Ravie d'être parmi vous aussi. Merci. Et pour représenter le secteur bancaire, le nerf de la guerre, le financement, le président du groupe CIH, Lotfi Sfrat. Bonsoir. Bonsoir Khadija, ravi d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous. Alors je le disais en début, en introduction de cette émission, il s'agit bien sûr de mettre en lumière tout ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas, et bien sûr le financement en fait partie. On va d'abord commencer, une fois n'est pas coutume, dans l'émission Questions d'actu, par donner la parole à ceux qui font l'entrepreneuriat. Et je vais tout d'abord commencer par un fondateur de start-up. C'est une start-up qui s'est littéralement démarqué, notamment en temps de pandémie, et on le sait, dans cette crise sanitaire que nous venons de traverser, eh bien, les solutions de santé ont été plus que salvatrices. Il s'agit de l'entreprise Innova R&T. Il est le fondateur et directeur de cette entreprise, de cette start-up, de cette health tech start-up. Rachid Khzaz, bonsoir. Bonsoir. La parole est à vous, vous avez 1 minute 30. Merci de m'avoir invité. Donc, effectivement, nous sommes opérateurs dans le domaine de la e-santé. Nous employons principalement des ingénieurs et des consultants dans le digital. Alors, ce qu'on observe sur le marché, après la reprise post-Covid, c'est une vraie réflexion des ressources. Donc, une grande tension sur les recrutements des profils dans le digital, des profils hautement qualifiés. Et cela s'impacte
intensément sur les sociétés. On a vu des entreprises refuser des projets, donc renoncer à de la croissance à cause de soucis de talent. Donc la question est déjà comment garder ce qu'on a aujourd'hui au pays et comment accélérer le process de fabrication de nouveaux talents. Ceci, en fait, au-delà de l'axe Tanger-Casablanca, mais également dans les territoires. Merci beaucoup, Rachid Rzaz, pour cette question très intéressante. Et parce que c'est ce qu'on disait, il s'agit de financement. C'est l'un des freins à l'entrepreneuriat, mais il s'agit aussi de recruter des ressources à même de mener ces projets. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes à la tête d'un des départements qui traite de compétences. On parle de fuite des cerveaux, c'est une réalité aujourd'hui. Comment y remédier? Est-ce qu'on est capable d'abord d'y remédier selon vous? Oui, je pense que notre pays a su démontrer une certaine résilience par rapport à ce phénomène, mais c'est un pays qui subit la pression mondiale sur des ressources notamment qualifiées. Alors c'est une contradiction parce que d'une part nous avons des taux de chômage qui ne sont pas négligeables et d'autre part, vous voyez ce que je veux dire, il y a des ressources qui partent et qui sont demandées. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est d'avoir une politique en matière de gestion des talents qui soit efficace et ciblée, territorialisée. Elle doit se répartir aussi bien sur le supérieur que sur la formation professionnelle et elle doit être imbriquée aux vrais besoins des sociétés. Car ce que dit Rachid est relatif à l'un des secteurs qui connaissent une très très forte croissance dans le monde entier, notamment suite à la crise de la pandémie de la Covid-19. Donc forcément, il y a la pression sur le digital. Mais il y a d'autres secteurs, effectivement, qui connaissent vraiment la tendance inverse. Pour ce qui nous concerne, d'abord, disposer d'une feuille de route. Nous avons la chance au Maroc d'en disposer. Depuis 2019, une feuille de route nationale sur les compétences en matière de formation professionnelle, avec une douzaine de cités, de métiers, des compétences que Sa Majesté a voulu pour notre pays, quelque chose comme 35 000 stagiaires qui vont rentrer un peu dans la dynamique incessamment, avec la Rolls de la formation professionnelle, c'est-à-dire des ressources qu'on va former très très rapidement avec des compétences importantes. Nous avons aussi un schéma important qui est en cours de préparation pour tout ce qui est formation universitaire, qui est forcément un peu plus longue, mais il ne faut pas oublier le reskilling et l'upskilling, c'est-à-dire les personnes qui sont au sein des entreprises, qu'on va devoir réorienter pour acquérir de nouvelles compétences, mais ce sont des formations rapides, de 3 mois, de 6 mois. Et là, nous avons des efforts à faire, et le seul moyen pour le faire, c'est d'activer un sujet qui est resté vraiment, on va dire, au bloc opératoire pendant une bonne vingtaine d'années. Il faut le dire, c'est la réalité. Nous sommes un gouvernement politique, et nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles se présentent. C'est la fameuse question de la formation continue et des contrats spéciaux de formation. Est-ce que vous savez, Monsieur le ministre, 700 millions de dirhams, c'est ce que l'on collecte en moyenne de la taxe de la formation professionnelle. Oui. On n'en dépense que 200 à 270 millions de dirhams par an. Les entreprises n'en bénéficient pas. Les personnes qui veulent avoir un avenir à travers la formation n'en bénéficient pas. Il est temps de faire une révolution sur ce sujet. Et je ne vous cache pas que nous y travaillons avec les opérateurs. Nous voulons une réforme importante. Donc nous avons de quoi réformer. Nous avons de quoi financer ces formations. Nous avons de quoi financer le reskilling. Nous avons de quoi financer l'upskilling. Il y a des procédures qui ne fonctionnent pas et ce gouvernement est là pour trancher sur ces sujets très rapidement. Et il y a un contrôle qui suivrait, du coup, pour savoir si vraiment ces formations ont été dispensées à ces collaborateurs? Oui, c'est un point important en ce qui concerne la formation continue. Alors, en ce qui concerne la formation continue, d'abord, il y a un problème de design. C'est-à-dire, on forme qui, où et sur quoi. Vous savez, on s'amusait à faire des études sectorielles sur des sujets qui n'existent plus. Aujourd'hui, il faut réorienter l'effort et je pense que le patronat est très conscient de la nécessité de cette rupture, mais également les partenaires sociaux et les entreprises. Deuxièmement, la digitalisation est la clé. Il faut simplifier les procédures pour que les gens puissent avoir accès à ces formations. Il faut donner le droit à l'erreur. Ce n'est pas grave si on se trompe. Si en pourcentage, 20% de ce que l'on fait n'est pas juste, ce n'est pas grave pourvu que les 80% soient bonnes et puis qu'elles puissent profiter notamment aux petites et aux très petites entreprises qui emploient 73% des Marocaines et des Marocains déclarés dans le secteur formel. Oui. C'est énorme, mais ce sont des gens qui n'ont pas droit à une formation. Pour finir, le nouveau modèle de développement prévoit un compte de formation à vie.
les personnes qui perdent de l'emploi, il faut que quelqu'un s'en occupe pour qu'ils puissent être formés, pour qu'ils puissent retrouver des jobs. Et puis, autour de l'entrepreneuriat, ben, c'est de nouvelles compétences dont on a besoin. Et il faut être très flexible et fournir le time to market pour que ces gens-là aillent, pour qu'ils puissent travailler à travers notamment des approches comme l'APC, l'approche par compétences, sont importants. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous sommes conscients de ces problèmes. Nous avons commencé à travailler dessus depuis pratiquement 3 ou 4 mois maintenant. Et j'espère que c'est une réforme que l'on pourra aligner pendant la présente année. Ce sera, Inch'Allah, une petite révolution au service des Marocaines et des Marocains. Et au service du nouveau modèle de développement, nous allons y revenir, Monsieur le Ministre. J'ai une question là-dessus pour vous. Alors, Mbaka Bouaïda, vous êtes président des présidents de région, si on peut l'appeler ainsi. Et Si Rachid a parlé de l'importance de faire bénéficier toutes les régions du royaume des compétences, j'ai envie de dire, des régions du royaume. Est-ce qu'aujourd'hui, on le sent vraiment la région est appelée à jouer un rôle important dans la dynamique, notamment des compétences. Comment, selon vous? Comment, et dans les faits, parce qu'on est aujourd'hui, on a envie de parler concret, c'est pour ça qu'on donne la parole aux acteurs du secteur, comment, concrètement, sur le terrain? Alors, vous savez, la région, selon la nouvelle loi sur la régionalisation avancée, la région est amenée à jouer un rôle extrêmement important, notamment celui du dynamo de l'attractivité économique. Donc, on a plusieurs rôles à jouer. Le principal rôle est celui de mettre en place les jalons nécessaires pour pouvoir développer nos territoires et créer une dynamique économique dans nos territoires et, bien entendu, à travers cette dynamique, réduire le gap entre les différentes régions. Monsieur Rachid a aussi parlé de l'axe Casa-Tanger. Et effectivement, c'est un axe qui concentre l'ensemble des compétences du Maroc. Et nous souffrons tous du manque de compétences, mais aussi du manque de cette dynamique régionale de l'économie dans un certain nombre de régions. En effet, aujourd'hui, les régions travaillent sur ce qu'on appelle les plans de développement régional. C'est ce qui nous permet d'asseoir une vision de développement par région, en fonction des spécificités de chaque région, des ressources de chaque région, en fonction aussi de nos capacités à déployer ou pas un certain nombre d'actions dans les régions. On a aussi, dans les prérogatives des régions, et quand j'entends Monsieur le ministre parler de la formation continue, ça m'interpelle énormément parce que dans les prérogatives des régions, on parle bien de formation continue. Mais effectivement, que fait-on de cette formation continue? Aujourd'hui, on se limite à la formation des élus, mais on n'est pas encore à la formation des cadres et à la formation professionnelle adaptée à l'emploi. Donc effectivement, il y a tout un chantier ouvert dans l'ensemble des régions. D'abord pour renforcer nos structures régionales de formation, qu'on puisse déjà les avoir, et puis former les gens aux nouveaux métiers et aux métiers de demain. L'écart est énorme entre les régions. Certaines régions disposent de compétences, d'autres non. Mais encore faut-il, je me permets de vous interrompre, Madame Bouaïda, encore faut-il maintenir ces compétences dans ces régions. Il y a certaines régions où il y a des compétences, mais elles préfèrent aller voir sous d'autres cieux et ne pas rester développer la région. Alors, est-ce qu'on pense à eux, justement? Bien entendu, il y a ce qu'on appelle le cadre de vie, qui est important, d'abord. Et puis, l'opportunité de créer du business, on va dire, tout à fait. Dans les régions. Parce que toutes les régions ne sont pas toutes, les régions ne sont pas toutes au même pied d'égalité, en termes de désenclavement, en termes d'infrastructures, en termes de développement. On a encore des régions qui travaillent encore sur le désenclavement. Moi-même, je préside une région où la plus grande partie de nos investissements va beaucoup plus vers le désenclavement. On a encore des régions qui manquent encore d'infrastructures. Donc, au fait, les régions ne sont pas du tout au même niveau aujourd'hui de développement. Après, effectivement, il faut garder les compétences au niveau du territoire, mais aussi au niveau national. Parce que le problème dont vous avez parlé, c'est surtout la fuite des cerveaux à l'international. Je ne suis même pas encore là. Je suis au niveau de garder les compétences au niveau local et territorial. Effectivement, là, il faut, donner la possibilité à nos jeunes d'être formés et d'avoir une formation adéquate à l'environnement du travail, de créer de l'emploi au niveau des régions, donc de pouvoir attirer des investisseurs dans les régions, ou alors de créer de l'entrepreneuriat, donc développer l'entrepreneuriat à travers les toutes petites et moyennes entreprises, et aussi de créer le cadre de vie pour que nos jeunes puissent rester. Et là, c'est tout le défi de la régionalisation et du développement régional sur lequel on travaille aujourd'hui. Comme ce que je disais tout à l'heure, toutes les régions aujourd'hui sont en train d'actualiser ou de faire en tout cas leur plan de développement régional. Très bien.
Avant de finir le tour de table, je vais peut-être donner aussi la parole à une seconde intervenante. Et elle fait beaucoup pour la femme rurale. J'ai parlé tout à l'heure des taux de chômage. Le monde rural a été beaucoup affecté, notamment à cause de la sécheresse, et beaucoup d'emplois ont été perdus. Elle travaille avec la femme rurale. Son association, SACE, de développement et de solidarité, une espèce de centre multifonctionnel de formation et de qualification de la femme rurale. Mouna Al-Menouar, لك الكلمة. Je me présente, je suis une femme, après tout. Oui. Donc, je présente les femmes démunies, les femmes qui souffrent de précarité, les femmes divorcées qui souffrent après la période de Covid. C'était vraiment, le nombre de divorces, c'était très, très, très élevé. Donc, ces femmes-là, chaque jour, on travaille avec ces femmes-là. Ce que je pense, c'est que les femmes-là, ils ont vraiment besoin d'une l'équipe qui travaille avec ces femmes. C'est pas n'importe qui. Avec des femmes qui travaillent l'écoute exceptionnelle, l'accueil. Il faut avoir un bon accueil. Donc, pour travailler avec ces femmes, il faut beaucoup. Le staff qui travaille avec les femmes, comme ça, ce sont des femmes vraiment exceptionnelles. Ils ont de l'énergie, ils ont des pouvoirs énormes. Mais l'obstacle, le premier obstacle, c'est l'accueil, c'est l'écoute, c'est le renforcement. Quand vous dites obstacle, c'est d'où L'obstacle de l'accueil. Je précise l'accueil. Peu importe, parce que moi, je travaille chaque jour avec 15-20 femmes par jour. Donc, lorsque tu vois dans les yeux de la femme et tu fais une grande sourire et tu l'accueilles chaleureusement, tu penses que vraiment 50% de travail est rétabli. Donc, avec l'écoute, avec l'accompagnement, avec le renforcement des capacités, et ainsi de suite, jusqu'à l'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneuriat, les coopératives, c'est l'épanouissement de la femme. Donc, l'épanouissement de la femme passe avec une chaîne de travail. Donc, je vous félicite, monsieur le ministre, parce qu'on a eu une convention avec votre ministère. C'est l'accompagnement des femmes dans leur milieu de travail. Et on travaille avec un partenaire officiel, c'est le programme Ejleki. C'est un programme qu'on a fait beaucoup avec l'APF, dont l'écoute, la formation et le renforcement de capacité, jusqu'à ce qu'on aboutit à des défis. Vraiment, on a des miracles dans ce programme. Parce que les femmes, ils ont vraiment, dans la période de Covid, ils ont des coopératives et qui sont en pleine activité, même Covid. Et des petites entreprises, je parle de petites entreprises, je ne parle pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et l'embauche directe de l'emploi avec des partenaires officiels. Merci. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Nouar. Justement, Yacine Fall, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on connaît, c'est le backbone de l'entrepreneuriat africain. Vous en connaissez quelques chapitres, certainement. Mais selon vous, quels sont les réglages optimaux pour pousser cet entrepreneuriat, selon votre expérience, pour booster cet entrepreneuriat féminin et lui donner vraiment la place qu'il mérite? Il ne s'agit pas que de coopératives féminines, mais vraiment créatrices de richesse. Ces coopératives, elles portent des centaines, voire des milliers de familles, mais vraiment pour qu'elles soient aussi considérées comme un réel acteur économique en bonne et due forme. Alors, quels sont les fine-tuning, peut-être les réglages à apporter? Ben écoutez, l'entrepreneuriat féminin, c'est le spectre est important. Vous avez effectivement les micro-entreprises ou même les activités individuelles de subsistance. Vous avez la petite entreprise et vous avez aussi, à une échelle plus large, une entreprise qu'on peut appeler PME ou au-delà. Et surtout, il y a quand même trois éléments. Il y a d'abord, on parle d'accès au financement, la possibilité avec l'expérience, on s'est rendu compte, c'est vrai que la microfinance, ça a été une solution pendant longtemps. On sait que les femmes, surtout dans beaucoup de régions en Afrique, savent se regrouper. On a tous connu les tontines et les communautés féminines. Mais on s'est rendu compte aussi que ce sont maintenant autant les besoins des femmes elles-mêmes que les besoins de l'économie nationale qui nécessitent
la promotion et l'autonomisation économique des femmes et une plus grande participation des femmes. Le président Nabad dit souvent, quand les femmes gagnent, l'Afrique gagne. Ce n'est pas donc simplement un moyen de protection sociale, si je peux le dire ainsi. Et donc, il faut plusieurs choses. Il faut donc des mécanismes financiers à plusieurs échelles. Il faut des accompagnements, comme on l'a dit, culturels, psychologiques, mais aussi un accompagnement en compétences et en capacité de structurer leur activité. Et aussi, il faut un environnement de réglementation et de politique publique qui aide, qui facilite en tout cas l'accès des femmes selon ces différentes échelles. Et donc, c'est sur cette base-là que la Banque africaine de développement promeut une initiative importante qui s'appelle Affirmative Action for Women in Africa, AFAWA, qui est une initiative globale qui a mobilisé des ressources sans précédent. Il y a quand même 42 milliards de dollars de gap identifiés pour permettre cela, avec à géométrie variable sur les trois piliers dont j'ai parlé, et qui vise à investir massivement dans la promotion de la participation des femmes dans les activités économiques, dans les activités génératrices de revenus, et également sur l'ajustement d'un écosystème pour permettre cette participation des femmes, qui est indispensable, absolument indispensable, au développement économique tout court des pays africains, individuellement et collectivement. Et le Maroc en fait partie, bien sûr, il ne fait pas exception là-dessus. Peut-être quelque chose à ajouter, Monsieur le ministre Skouri, sur cette partie de l'entrepreneuriat féminin, et qui fait perdre des points de PIB, selon les... il faut l'inclure dans les politiques publiques, oui. Tout à fait. 3 choses importantes. La première, c'est que, comme ça a été dit, celles qui ont le plus souffert de la Covid-19 en matière d'emploi, c'est les femmes. Toutes les études convergent. Donc ça veut dire que les plus précaires, c'était les jeunes et les femmes. Deuxièmement, en matière d'entrepreneuriat proprement dit, l'entrepreneuriat féminin a su démontrer au Maroc une certaine originalité dans le domaine solidaire et social. Et nous retrouvons également dans les autres domaines, beaucoup plus agressifs, beaucoup plus orientés vers la compétitivité internationale, vers l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales et régionales, nous avons également des exemples très probants. L'équation, aujourd'hui, est celle de dire que peut faire le Maroc pour la moitié de sa population. Très très tôt, nous avons ce programme Min Ajliki dont a parlé Madame, effectivement, que nous développons avec la coopération belge, qui est assez particulier parce qu'il va dans le détail, dans les régions, dans les patelins, mais également dans les villes, et qui travaille sur la phase préalable à l'entrepreneuriat, celle de la mise en confiance, celle de l'accueil, celle d'une certaine mise à jour qui est nécessaire. Mais nous avons également le besoin d'avoir des programmes spécifiques dans des domaines porteurs. Et ils sont nombreux, dans le digital, dans les services, dans l'éducation, dans le nouveau secteur qui a émergé, dans le nouveau modèle de développement, qui est celui du nouveau secteur pour servir la société. Nous sommes arrivés dans ce pays à la conclusion suivante. L'État n'est plus en mesure de gérer directement des services à des millions de Marocains. Et l'État a 2 choix. Soit le faire à travers un secteur privé en bonne et due forme, donc il va falloir trouver un business model pour le faire, ou le faire à travers un tierce secteur, c'est la proposition du nouveau modèle de développement. Alors ce tierce secteur, c'est une nouvelle forme de société civile professionnelle, avec des compétences de très haut rang, très haut niveau, qu'on trouve dans des pays très développés. Je pense que c'est une piste que nous n'avons pas suffisamment explorée, qu'il va falloir explorer, et je pense que les femmes s'apprêtent à une prééminence sur ce sujet-là, mais également sur les autres sujets.
Sur les autres sujets, et il y en a un qui intéresse beaucoup de monde, hein, monsieur le ministre, celui du financement. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu le talon d'Achille de l'entrepreneuriat. Je me tourne vers vous, vous êtes le financier du tour de table. Hein. L'autre fait secret. À échelle humaine, avant de parler de milliards, parlons de centaines de milliers de dirhams, peut-être qu'ils peuvent créer même une licorne, que sais-je, marocaine. Alors aujourd'hui, le constat est là. Il y a une multitude d'initiatives qui ont été lancées. Depuis Moukawalati, il y en a beaucoup. Il y a même des initiatives qui sont lancées par les pouvoirs publics. J'y reviendrai avec monsieur le ministre. Mais là, aujourd'hui, beaucoup de remontées d'expérience de demandeurs de crédit sont pas très reluisantes pour la banque. C'est-à-dire que c'est plus un parcours du combattant. Il y a semé d'embûches. Il est très difficile de faire passer son dossier. Avant de parler aussi, est-ce qu'aujourd'hui on dispose d'outils, très honnêtement, d'outils de contrôle pour savoir à qui sont débloqués ces fonds, qui sont destinés pour accompagner l'entrepreneur? D'abord, merci pour la question, parce qu'elle est importante. Et il faut un peu démystifier le sujet, parce que la banque a un rôle important, qui est celui d'accompagner l'économie par du financement. Et ce financement, il provient de la transformation, de la collecte qu'ils font, des dépôts auprès de la clientèle, pour les transformer avec une très très grande responsabilité, qui est celle, évidemment, de rester pérenne, de rester résiliente et de pouvoir accompagner cette économie, notre économie, de façon, je dirais, pérenne. Ça a été le cas, puisque sur les 2 dernières années qu'on vient de vivre, je crois que les banques ont montré leur capacité à accompagner l'économie marocaine, à être des partenaires de l'État marocain à ses côtés pour faire la distribution des dons, pour accélérer le programme Intelaka, etc. Mais je ne fais pas de langue de bois, je voudrais quand même répondre à votre question. Est-ce qu'il y a des moyens de contrôle? Mais bien sûr. Les banques, ce sont des entreprises qui sont hyper organisées. Je pense que dans la région, on est très envié d'avoir un système bancaire qui est comme le nôtre. Nous sommes hyper organisés dans le sens où nous avons des systèmes de contrôle très 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 poussés. Les banques savent qu'est-ce qu'elles produisent, à qui elles le produisent, et pourquoi, quand elles disent non, pourquoi elles disent non. Alors, ce qui sous-entendu, peut-être, ou qui sous-tend votre question, c'est de dire, c'est ce ressenti finalement de la clientèle, que de dire, bah écoutez, c'est le parcours. Oui, mais alors, écoutez, quand je sors de ma carapace de banquier, je viens de ma carapace de banquier, j'écoute mes confrères banquiers, ils disent aussi, oui, mais les dossiers sont de mauvaise qualité, oui, mais à chaque fois, on nous apporte n'importe quoi, comment on va financer? On a une responsabilité qui est importante, qui est celle évidemment d'assurer la résilience de la banque, donc on ne peut pas toujours dire oui, il faut dire non. Et quand on doit sélectionner, bah, c'est qu'on fait des gens qui ne sont pas contents. C'est une réalité. Alors, pourquoi ce ressenti? Je pense que, et je parle de ressenti, je pense que c'est parce que les banques ne communiquent pas assez aussi sur ce qu'elles font, ne communiquent pas assez sur les chiffres qu'elles réalisent à destination de cette population de jeunes. Je prends Telaka, il me semble que c'est une réussite. Je prends le même, si on parle du crédit jeune promoteur, aujourd'hui, qui est un ancien... Qu'est-ce que vous appelez réussite sur Telaka? Une réussite dans le sens où les banques, elles ont été présentes, elles ont accompagné, elles ont fait des offres. Mais pour quel résultat? Pour 6 milliards de crédits distribués, pour quasiment 25 000 dossiers distribués. Voilà, c'est la réalité dans un contexte qui est hyper difficile, qui est celui de la Covid. C'est aussi des banques qui ont mis en place des process qui peut-être ne relèvent pas d'elles. Vous parlez de process d'accompagnement? Absolument, process d'accompagnement qui sont très compliqués à mettre en œuvre parce qu'il faut écouter. Imaginez que chaque personne qui se présente, il faut écouter, comprendre son projet, éventuellement l'aider à monter son business plan, sinon la réorienter vers des structures adaptées pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc c'est assez complexe. Et tout cela sur tout le territoire marocain, sans aucune exclusion. C'est ça. Sur tout le territoire, il y a ce volet accompagnement et les ressources qui sont dédiées pour. J'ai envie de dire oui, mais évidemment,
Mais je sais pas, non, mais je veux pas dire ces par là, données. c'est que, est-ce qu'on va traiter les dossiers à Casa comme les dossiers à telle autre ville ou telle autre ville? Oui, il y a certainement peut-être une différence, je ne peux pas vous dire. En tous les cas, toutes les banques se sont engagées, et toutes les banques, je dis bien, les grandes, les petites, les moyennes, à faire ce genre de choses. Donc, après, on peut avoir des comportements qui sont différents, même d'agence en agence. Certaines même ont mis en place des canaux très, très spécifiques. Voilà. Très bien. Monsieur le ministre, sur ces initiatives qui ont été lancées, est-ce qu'on a vraiment fait des bilans des initiatives passées pour mettre en place de nouvelles initiatives? Quel est le rôle aujourd'hui des pouvoirs publics pour accompagner ces initiatives d'accompagnement? Oui, effectivement, vous avez commencé par un titre qui est celui d'entreprendre en société, qui veut dire que d'abord un gouvernement doit comprendre sa propre société pour lui fournir les outils à même de permettre à la jeunesse et à toute la population de pouvoir atteindre ses rêves. Il s'avère que les générations Y et Z sont plus orientées entrepreneuriat que les anciennes générations. Il s'avère également que beaucoup de jeunes qui ont aujourd'hui atteint la quarantaine veulent se reconvertir, veulent arrêter le salariat. Il s'avère que l'entrepreneuriat peut être un vrai choix de société. Alors, quand on est devant ce genre d'ambition, ce genre d'image pour toute une nation d'entrepreneurs, et quand on regarde de l'autre côté les outils, les politiques publiques, les moyens mis en œuvre, malgré la bonne volonté de beaucoup d'acteurs, on trouve quand même qu'il y a un décalage. Et ce décalage ne permet tout simplement pas de servir l'ensemble de la population. L'avantage que nous avons avec un Telaka, c'est que c'est un vrai projet qui est sorti sur le terrain. Il a ses écueils, il a ses réussites. Les 6 milliards, les 35 000 dossiers, c'est en termes de capacité quelque chose d'important, mais il y a quand même des écueils, on les voit. Et moi qui suis aujourd'hui ministre, dans une autre vie, j'ai été entrepreneur et j'ai eu des difficultés de financement. Donc l'accès au financement est un grand sujet. Maintenant, la question à laquelle on doit répondre est la suivante. D'abord, est-ce qu'il faut accompagner juste les porteurs de projets qui démarrent? Est-ce qu'il faut accompagner également les entreprises qui forment aujourd'hui 84% du tissu économique, les très petites entreprises qui, par définition, même si nous n'en avons pas une encore officielle, elle sortira bientôt, Inch'Allah, avec ce gouvernement, de 10 millions de dirhams, les micro-entreprises qui ont moins de 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires, dont une partie opère dans le secteur informel, ce qu'on appelle les unités économiques informelles, les auto-entrepreneurs, les 340 000 auto-entrepreneurs. Alors, tout ce monde-là ne peut pas être accompagné de la même façon, à travers les mêmes outils. Accompagner un auto-entrepreneur, c'est un business model, c'est un coût. Accompagner une micro-entreprise, c'est un autre sujet. Accompagner une entreprise qui a un chiffre d'affaires au-delà de 3 millions de dirhams jusqu'à 10 millions de dirhams, c'est un troisième sujet. Accompagner une vraie PME qui a des besoins matériels, alors que tous les autres, c'est des besoins immatériels, difficilement finançables par les circuits classiques. Le recours au financement bancaire parmi les TPME est aux alentours de 18%. Et au sein de ces TPME, seuls 5%, c'est les TPE, les très petites entreprises, peuvent avoir recours au financement bancaire. Le reste, c'est du financement propre. On ne peut pas aller très loin avec ce genre de schéma. Donc, la rupture, elle vient par quoi? Elle vient d'abord par une réforme globale à travers l'équivalent d'un Small Business Act sur lequel le gouvernement est en train de travailler, clarifier les différentes catégories et prévoir les mécanismes de financement adaptés. Alors, nous avons pas mal d'exemples. Les benchmarks existent. Soit vous avez des banques dédiées, soit vous avez des circuits de financement dédiés, soit vous avez un appui à l'investissement. Et ça existe déjà, je me permets besoin d'interrompre Monsieur le Ministre, sur beaucoup de départements. L'agriculture a créé justement un programme pour ça. Vous voyez ce que je veux dire parce qu'il nous reste peu de temps. Donc, est-ce que toutes ces actions sont un peu homogènes entre elles déjà? Il y a du NDH, beaucoup d'initiatives. Vous avez aujourd'hui, quand j'ai fait le tour de tous les programmes qui existent, les programmes les plus importants ne financent que des dizaines de TPE. Pour l'investissement. Je parle de financement hors bancaire. Bancaire, parce que c'est ça dont on a besoin. Et on ne finance aux alentours d'1 million de dirhams en moyenne par entreprise. Mais ce sont des dizaines. Nous avons besoin de milliers ou de dizaines de milliers à financer. Ce n'est pas l'enveloppe. Quand j'ai fait les calculs avec le ministre du Budget et avec la ministre des Finances, nous n'avons pas un problème de
de budget à allouer à ces sujets-là. Nous avons un problème de gouvernance. C'est ce que nous sommes en train de traiter et le gouvernement est résolu, d'abord à fédérer toutes les initiatives, à mettre les financements dans un endroit clair et à adresser les petites entreprises de façon locale. Aujourd'hui, c'est pour ça que la présence de Madame la Présidente de la région est très importante. L'idée est de développer des comités, comme pour l'investissement, comme pour les grands investissements au-delà de 50 millions de dirhams, et bien pour les petits, c'est aussi un sujet qui doit être traité localement, décidé, localement, octroyé, localement et versé localement. Je parle de primes et d'appui à l'investissement. Donc le gouvernement est en train de travailler dans ce grand chantier qui émane de la charte de l'investissement et nous comptons sur les mois à venir sortir une offre complémentaire au financement bancaire et qui peut, quand on a cet effet, je dirais, de groupe où on agit aussi bien sur les auto-entrepreneurs. Allez, les entrepreneurs, comment ils vont accéder au marché? Est-ce qu'on va faire dans le nouveau code des marchés ou dans le nouveau décret quelque chose de spécifique aux auto-entrepreneurs pour les petites commandes? Les micro-entreprises, qu'est-ce qu'on fait pour les micro-entreprises en termes de fiscalité? Qu'est-ce qu'on fait en termes d'aide à l'emploi, en termes de déclaration des charges sociales? Parce qu'il y a l'informel, ça coûte les charges sociales. Et qu'est-ce qu'on fait pour toutes les autres entreprises qui veulent financer l'immatériel, c'est-à-dire le BFR, besoin de fonds de roulement, et c'est-à-dire les recrutements, parce que ce ne sont pas des entreprises qui forcément ont besoin d'un terrain dans une grande zone industrielle, ont besoin de machines, ont besoin de je ne sais quel outillage. Ce sont des entreprises qui ont besoin d'un montant de 500 000, 800 000, 1 million de dirhams, pas sous forme de prêt, mais sous forme de prime à l'investissement qui part. Alors, et là, nous avons l'embarras du choix pour privilégier les régions qui ont du mal à drainer ces investissements. Nous avons l'embarras du choix pour privilégier des entreprises qui vont recruter plus et des recrutements les plus pérennes possibles, la définition étant 24 mois minimum. Et nous avons vraiment les secteurs porteurs. Donc, un gouvernement est appelé à s'organiser, mais à avoir surtout le bon dimensionnement. Dans d'autres pays, pour accompagner, pour avoir une génération d'entrepreneurs, allez, 10 000 entreprises, 20 000 entreprises, accompagner, ben, il va falloir avoir des structures d'accueil, des structures d'accompagnement. Nous en avons aujourd'hui, nous avons des dizaines, mais nous avons besoin d'avoir peut-être 100, peut-être 200. Elles travaillent aujourd'hui, mais ce sont des structures qui travaillent un peu dans la nature. Elles n'ont aucune aide. En silo aussi. En silo aussi, vous avez raison. Et c'est tout le travail à faire avec les régions, avec les centres régionaux d'investissement. Et je pense que nous avons énormément de terrain à occuper. L'année 2022, Inch'Allah, sera l'année où nous allons finaliser la conceptualisation de l'action du gouvernement, mais également l'affectation des ressources au bon niveau pour pouvoir dérouler une offre de service qui va libérer les énergies. Et Dieu sait que nos concitoyens les attendent. Le programme Força, rien que les premières semaines de lancement du programme Força, plus de 150 000 demandes. Est-ce que c'est un gage de réussite selon vous? Je pense d'abord ça challenge toutes les autorités. Quand vous avez 150 000 Marocaines et Marocains qui soumettent leur dossier en digital en quelques semaines, il faut faire attention avec ces gens-là, parce que c'est notre population, c'est des jeunes, ils ont de l'espoir et nous n'avons pas le droit de les décevoir. Alors, bon, c'est un autre sujet parce que là, il s'agit aussi d'auto-entrepreneuriat. Peut-être quelque chose à ajouter, Makabo Aïda, sur ce volet de l'action publique. Parce que de l'action publique, devrais-je dire, pour rétablir aussi cette confiance. Vous avez parlé des centaines de milliers de jeunes, de 150 000 jeunes qui ont déposé leur dossier. Il y a quand même cette confiance dans ce gouvernement qui met en place ces initiatives. Mais comment maintenir cette confiance? On parlait de maintenir les ressources et les compétences. Il s'agit aussi de pérenniser cette confiance pour qu'on encourage finalement l'acte d'entreprendre. Alors, justement, j'adhère totalement à ce qu'a dit Monsieur le ministre, et on le vit au niveau des régions, on le vit tous les jours. Moi, ma lecture, quand je vois 150 000 dossiers déposés sur la plateforme digitale de Força en en quelques jours, en quelques semaines, d'abord, ça veut dire que nos enfants et nos jeunes sont assoiffés de projets et de digitalisation. Donc, ça veut dire que le gouvernement actuel, enfin, écoute nos jeunes. Et enfin, parle aussi le même langage. Parce qu'il faut qu'on parle le même langage que nos jeunes. C'est très important. Il y a un décalage énorme entre une façon de faire qui est relativement classique, et là il y a beaucoup de bureaucratie, on en reviendra, et la façon
que voudraient faire tous nos jeunes. Bien entendu, l'accompagnement est très important. Nous, au niveau des régions, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le financement, certes, a toujours été un souci, il est toujours quelque part, mais aussi bien l'État que nos collectivités territoriales, que tous les autres acteurs, partenaires institutionnels, publics et privés, aujourd'hui, offrent une panoplie de produits de financement. Donc le financement, certes, est toujours un problème, mais à moindre mesure. Par contre, le vrai problème, c'est l'accompagnement du début jusqu'à la fin. C'est le soutien psychologique qui revient aussi à cette confiance qu'on devrait donner à nos jeunes et à nos femmes. Et c'est la restauration en fait, de la confiance entre l'État, avec toutes les strates de l'État, inclus les collectivités territoriales, et la population. Alors, cette confiance, il faut la maintenir. La maintenir, je reviens à ce que disait Monsieur le ministre quand il disait que pour ça, nous challenge tous, parce que le maintien de cette confiance dépend énormément de notre capacité à réagir très rapidement et à répondre positivement à toutes ces demandes. Or, aujourd'hui, la lenteur est là. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas seulement le refus des dossiers dont vous parliez tout à l'heure et dont parlait Monsieur le Président aussi en disant que c'est un ressenti. Effectivement, les chiffres sont intéressants à analyser, mais c'est aussi une réalité qui est celle de la lenteur administrative. Il n'est pas normal qu'un projet qui a été présenté par des jeunes, un projet, la durée de vie d'un projet, de la mise en place d'un projet ne devrait pas dépasser les 9 mois, maximum 18 mois, enfin c'est ce qu'on dit toujours. Et il n'est pas normal qu'un dossier qui est déposé aujourd'hui tarde 3 ans, 4 ans, 5 ans. On a le temps d'oublier notre projet, de complètement être démotivé derrière, etc. Et surtout de perdre confiance. Donc ça, effectivement, c'est la responsabilité, c'est une responsabilité partagée de nous tous, mais c'est aussi, je pense, ça nous interpelle pour qu'on puisse consolider cet écosystème, parce qu'il y a un écosystème, il y a le partage d'informations qu'on doit absolument mettre en place, il faut centraliser l'information et il faut surtout mettre tous les acteurs autour d'un système commun pour qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Il y a plusieurs initiatives du privé, du public, au niveau national, même au niveau régional, donc des banques, oui, bien sûr, mais à tous les niveaux, mais ce n'est pas consolidé. Il faut consolider tout ça, il faut l'institutionnaliser, c'est très important et il faut absolument travailler sur l'accompagnement avant, pendant et après. C'est très important parce que souvent on parle d'accompagnement, je le disais tout à l'heure, l'accompagnement n'est pas seulement de faire le business plan, ça ne s'arrête pas au business plan. C'est d'abord donner confiance à ces gens en leur projet, en leur idée. C'est aussi un autre point dont on parle très rarement, c'est la recherche et développement. Je pense que c'est très important d'inclure ça parce que l'une des raisons d'échec de ces projets, c'est aussi la viabilité des idées. Quand on fait une annonce pour financer un certain nombre d'initiatives, on ne trouve pas ces initiatives. Et elles se répètent tout le temps. Et ça, c'est aussi une raison d'échec. On ne peut pas financer toujours la même initiative qui, à un moment donné, elle a ses limites. Et puis, il y a la spécificité des régions. Chaque région a ses spécificités par rapport à des projets, par rapport à des secteurs. Casablanca n'est pas Guelmim, Tanger n'est pas Dakhla. On n'est pas, tout à l'heure, quelqu'un parlait de la résilience et de l'accompagnement des entreprises, de la pérennité des entreprises, oui, mais dans certaines régions, on n'a même pas encore ce tissu pour pouvoir en parler. Donc, on est vraiment un appui et non pas la subvention. Là aussi, je voudrais juste souligner parce que souvent, on parle d'appui et on a tendance à penser que l'appui à l'entreprise égale, surtout la toute petite entreprise, égale subventionné. Or, ce n'est pas le cas du tout. Il faut absolument différencier les deux. Et l'appui à l'entreprise passe d'une étape à une autre en fonction justement de la maturité du tissu économique existant. Aïda, vous avez parlé de rentabilité, si l'entreprise est manquable, ou en tout cas il faudra peut-être innover. La pérennité plus que la rentabilité. Il faudra penser à de nouvelles idées pour les entreprises. L'autre FESRAT, est-ce que c'est toujours finançable? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le risque de financer des projets qui soient vraiment novateurs? Ou on reste sur les classiques? Bon, on parle d'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut distinguer plusieurs phases dans la vie d'une entreprise. D'abord, il y a la phase de création. C'est ça. Et dans cette phase-là, effectivement, il y a une grande prise de risque. Et même dans celle-là, il y a certaines... Si on est sur un marché qui est mature, si on fait de l'innovation ou pas,
Mais en général, les outils qui sont destinés à se financer ce type d'étapes, c'est plutôt d'abord les fonds propres, puis après du capital qui vient par des fonds d'investissement, etc. Puis bien évidemment, il y a la phase suivante, c'est-à-dire que l'entreprise a déjà un petit track record, et elle est là, et elle devient peut-être TPE, et financer cette TPE, là effectivement les moyens bancaires et les produits bancaires sont là pour accompagner cette entreprise. Maintenant, moi j'aimerais rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que finalement, et la question que vous m'avez posée, est-ce que finalement c'est une réussite ou pas, le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Ce qu'on peut dire, ce qui est sûr, c'est que les produits qui sont aujourd'hui sur le marché n'ont pas peut-être répondu à l'ensemble de la demande qui existe. Et peut-être qu'il faut adresser ces entreprises autrement. Et donc je voulais évoquer une idée qui est celle de dire que finalement, pour qu'on puisse financer ces entreprises, et nous, notre métier finalement, c'est quoi? C'est analyser des chiffres, analyser de la data, analyser de la donnée, et dire, dans ce marché-là, avec ces données-là, avec ces chiffres-là, oui, nous pensons que cette entreprise, on peut la financer. Et il faut absolument aussi qu'on adresse ce sujet-là. Il faut qu'on ait le maximum de données sur les marchés, sur les entreprises, pour qu'on puisse justement enlever un peu cet aléa humain auquel vous avez fait allusion et dire, là, ok, pour peut-être la micro-entreprise, il faut la financer autrement. Il faut la financer avec de l'intelligence artificielle qui fait que on fait du BFR rapidement sur du factoring qui est vraiment très très précis et qui est très rapide. Et aujourd'hui, il y a... Il faut adapter aussi l'offre. Par exemple, une coopérative ne peut pas émettre un devis. Je dis n'importe quoi. Oui, la coopérative étant un troisième cas, j'ai envie de dire. Effectivement, la coopérative, elle a déjà un statut juridique qui est particulier. Et là aussi, je ne pense pas qu'avec les outils aujourd'hui que nous avons, nous puissions financer en masse, et je dis bien en masse, peut-être que sur une comparative ou deux, on va pouvoir les accompagner, ou peut-être par des moyens de financement, je dirais à travers les fondations des banques, on va pouvoir les accompagner. Mais par contre, faire des opérations de financement de masse sur tout un pays, sur des coopératives, il faut avoir les outils vraiment adaptés. Adaptés, c'est ça. Alors, on va passer au public. Il y a des choses à dire à nos intervenants. Je vais commencer par Mehdi Laraqi, président du réseau Entreprendre Maroc. J'ai quelques chiffres parlants. Vous financez près d'une centaine d'entreprises par an et surtout un chiffre, celui de 87% de pérennité des entreprises que vous financez. Bien sûr, le réseau existe depuis plusieurs années au Maroc. À vous la parole, Mehdi Laraqi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je suis assez ravi parce que les mœurs changent. Entre le mot financement et le mot accompagnement, le mot accompagnement représente à peu près 30% par rapport au financement. Il était beaucoup moindre avant. Je veux revenir sur... Là, on est dans le bon timing parce que beaucoup de produits, beaucoup de véhicules ont été créés ces dernières années et souvent, après leur lancement, on a sollicité les acteurs de l'écosystème de venir s'accompagner ou de venir apporter leur soutien, mais toujours après le lancement. Et souvent, dans certains cas, l'écho attendu, favorable, n'était pas là. Il y avait même une frustration. Et souvent, je suis ravi, parce que je l'entends de vous deux, le mot accompagnement n'avait pas sa place. Et je pense qu'il y avait même un problème du mot accompagnement ou du coût sur l'accompagnement. On parle du coût du financement, mais pas du coût de l'accompagnement, qui pour moi, le financement reste secondaire par rapport à l'importance de l'accompagnement. Ma question est très simple, c'est même pas une question, c'est une réflexion. Dans cette dynamique, lorsque ces véhicules sont pensés, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'intégrer ces acteurs de l'écosystème en amont, réellement, pour bénéficier? Ce sont des gens qui sont sur le terrain depuis des années, et il y a même une fédération qui représente plus de 20 acteurs de l'écosystème qui ont fait leurs preuves, qui ont une certaine expérience, pour bénéficier chacun, je veux dire, de l'expertise de l'un et de l'autre. Et je donnerai un dernier exemple. Il y a quelques années, avec Temwilcom, l'ex-CCG, ils étaient venus nous voir. On avait travaillé plus de 18 mois, donc on n'était pas dans l'urgence pour Innov Invest, Innov ID. On a vraiment débattu et on s'est vraiment challengé et on a vu le franc succès que ça a eu. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas vous, c'est pas nous qui sommes perdants à la fin, c'est ces jeunes entrepreneurs à qui on fait miroiter un rêve et demandons l'accompagnement. Je veux dire, chacun a fait son métier. Certains
peuvent produire un financement, d'autres un accompagnement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehdi Laraqi. Je pense que l'exemple de cette émission est déjà un pas en avant pour faire justement cette interaction entre les différents acteurs, partis, pouvoir public et bien sûr vous, en tant qu'intervenant de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Qui a envie de répondre à cette question, Monsieur le Ministre? Le coût de l'accompagnement, des benchmarks qu'on a fait au niveau du ministère, il est d'environ 25 000 dirhams par personne dans les projets existants. Bon, il y en a qui font à 11 000, mais bon, ça arrive à 25 000 dirhams par personne. Il est vrai que les BDS, les Business Development Services dont vous parlez, les plateformes d'accompagnement plus largement, ne sont pas forcément appuyées par une politique gouvernementale en la matière. Un. Deuxièmement, il est vrai que ce qui est offert sur le terrain et généralement vient dans le cadre de réflexion intramuros au sein des départements ministériels, où finalement ce sont des fonctionnaires qui peuvent être très performants dans le pilotage d'un certain nombre de politiques, mais il faut avoir été entrepreneur pour comprendre c'est quoi ne pas avoir son salaire à la fin du mois. Il faut avoir été entrepreneur pour comprendre c'est quoi la frustration quand votre premier marché, vous ne l'avez pas eu. Il faut être entrepreneur pour pouvoir comprendre c'est quoi un rallongement du délai de paiement avec votre client ou fournisseur le plus proche. Ce sont des choses que les lois ne peuvent pas, je dirais, remplacer. Et donc pour cela, ce que nous voulons faire au sein de ce gouvernement, c'est d'abord de démarrer la réflexion avec vous. Quand je dis vous, c'est l'ensemble des acteurs. Nous avons naturellement notre première copie, à moitié rédigée, et nous voudrions effectivement, à travers déjà ce sommet, cette grande conférence que nous organisons avec la BAD pendant ces 2 jours-là, déjà démarrer cette réflexion, puis la poursuivre. Mais je sais que vous avez toutes et tous produit énormément de white papers, de réflexions, de diagnostics. L'idée n'est pas de refaire les diagnostics à zéro, mais plutôt de les consolider, de les challenger et d'aller très rapidement sur des offres du gouvernement et complétées par tout l'écosystème, mais très très rapidement. Ce qui doit se faire en loi se fera en loi, ce qui doit se faire en décret se fera en décret, ce qui doit se faire en contrat, c'est-à-dire contrat État-région, centres régionaux d'investissement, toutes agences confondues, Maroc PME, l'ANAPEC, l'ADD, nous avons une panoplie d'agences, doit être fait pour débloquer rapidement l'acte d'investir à l'échelle des TPME, mais également l'acte d'entreprendre et l'accompagnement en complémentarité avec les projets existants. Que vous a apporté, vice-président de la Banque peut-être à notre échelle, mais qui peut se ramener effectivement au niveau national, c'est de mettre en place des mécanismes pour aider les entrepreneurs, mais pour aider ceux qui appuient les entrepreneurs, y compris les banques, parce que effectivement les banques ont des cadres de fonctionnement qui sont très, très stricts, mais justement les initiatives que nous, les institutions multilatérales peuvent apporter, c'est justement d'appuyer les banques, d'appuyer les établissements et qui viennent accompagner les entrepreneurs. Nous avons, par exemple, mobilisé des ressources dédiées à offrir des garanties spécifiques aux banques, aux établissements d'accompagnement pour permettre à ceux-ci de faire face aux risques, parce que c'est une question de risque, c'est une question d'environnement et de fonctionnement. Et donc, lorsqu'on arrive à une certaine échelle à pouvoir offrir des garanties aux banques qu'elles ne peuvent pas, compte tenu de leurs ratios et de leurs contraintes, apporter ou accepter auprès des entrepreneurs, pouvoir financer les entités d'accompagnement pour que ces mêmes entités puissent apporter des solutions aux entrepreneurs, soit par rapport aux investissements de départ, soit par rapport à établir des programmes d'accompagnement en cas de difficulté. Et avec ce qu'on a connu au niveau de la Covid, il n'y a pas simplement la question d'aider les entreprises qui démarrent, mais il y a eu tout un mécanisme qu'il faut apporter pour permettre aux entreprises de survivre. Absolument. Et donc, c'est nous,
à un niveau plus d'échelle, mais aussi à un niveau régional. Je crois que cette conférence qu'elle a apportée, c'est de partager, de fédérer les expériences, et peut-être, et c'est un des objectifs de cette conférence, c'est de fédérer les actions en temps réel, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, grâce à cette conférence, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte pourront définir un organisme régional de garantie, parce que aussi, il ne faut pas oublier que ces entrepreneurs, il faut qu'ils puissent aller au-delà de leur marché territorial, national, pour grandir. Merci. Nous allons nous arrêter quelques instants pour cette coupure pub et nous reviendrons au débat juste après. Merci de rester avec nous. Merci à ceux qui se joignent à nous à cet épisode spécial de questions d'actu sur le sujet d'entreprendre en société. Nous allons continuer le débat en compagnie de mes invités. Majid Qaissar El-Ghayeb, vous êtes président d'Enactus Maroc et vice-président de la Fédération de start-up accompagnateur de start-up. La parole est à vous pour poser peut-être une question, un questionnement ou une remarque à nos intervenants. Beaucoup de choses, mais certainement, je fais confiance à Monsieur le Ministre de nous organiser encore plus de réunions, de rencontres, pour aller plus dans le détail. Une émission comme celle-là toucherait de manière superficielle, je dirais, même si c'est des questions de fond, cela restera superficiel. Et donc, c'est le travail qu'on aura sur le terrain avec Monsieur le Ministre, avec tous les partenaires de l'écosystème qui est important. Je suis président d'Enactus, ça fait 20 ans, on est les plus anciens, ça fait 20 ans qu'on est sur le terrain, avec les étudiants, à un moment où l'université ne faisait pas attention aux jeunes par rapport à cette question de l'entrepreneuriat. Ça fait 20 ans qu'on est là, on se positionne maintenant aussi sur l'incubation, donc c'est un autre voyage. Et on s'implique également avec l'ENIT. L'INDH est également. Alors là, je fais deux séparations, juste pour didactiquement. Il y a l'entrepreneuriat de subsistance et l'entrepreneuriat de l'innovation. Et là, je voudrais juste aborder cette question de l'innovation, parce qu'elle est cruciale pour le Maroc, pour le positionnement. Et aujourd'hui, deux choses. La première des choses, c'est qu'une entreprise ou une start-up qui travaille, qui est tirée par l'innovation, subit un cycle de vie très différent. Et donc, même la catégorisation que vous avez faite avant, c'est-à-dire dire que nous avons ceux qui sont moins de 3 millions, ben la start-up, elle passe par toutes ces phases-là. Et justement, Monsieur le Ministre, moi, je ne voudrais pas que vous échappez après les 10 millions, parce que c'est peut-être l'action du gouvernement, mais il faut qu'il y ait une logique qui va de A à Z. La Start-up Act est quelque chose. Nous attendons énormément ce que vous allez nous proposer. Vous avez déjà cité ce matin le Small Business Act. Nous avons besoin de quelque chose, mais qui ne soit pas en silo. Et là, nous le faisons, comme vous avez dit, vous avez fait les 50%. Nous sommes là pour vous donner tout ce qu'il faut pour qu'on puisse justement avoir quelque chose d'important. Et donc, je voudrais une réaction. Dernière question pour ne pas laisser Madame Fall. Non, mais c'est la même question. C'est-à-dire que le Maroc se situe en termes de classement africain par rapport aux startups à la 7e place, très loin devant le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, etc. Et donc la question pour moi est de dire, c'est pas une question de culture, c'est une question de prise de décision gouvernementale pour aller au moins être au niveau du classement marocain en termes d'attraction d'investissement. Ce serait bien de rappeler aussi des classements du Maroc où il est placé dans le top 3. En tout cas, une réponse, Monsieur le Ministre, il nous reste très peu de temps. Si oui, en deux mots très rapidement, le Maroc a pris dans le cadre du programme gouvernemental un engagement clair d'une loi dédiée à la start-up. Nous travaillons dessus avec les ministres concernés, notamment le digital, parce que voilà, c'est un autre cycle, c'est une accélération qui se fait différemment, mais nous avons aussi le devoir de nous adresser à toutes les autres catégories. Voilà. Donc le sujet, il est pris dans sa globalité. Naturellement, dans une émission, on n'étalera pas une politique gouvernementale de A à Z. Et l'idée aujourd'hui, c'est de faire le tour de table de la question. Il y a aussi bien la question de la TPE, de l'auto-entrepreneur, que la question de la start-up. Donc voilà, première réponse, c'est que dans ce que nous préparons dans le Small Business Act, toutes les catégories sont prévues, mais également avec une conscience profonde des circuits qui sont très différents selon le mode de croissance de chacune des entreprises
et l'accès au marché de ces entreprises-là, et la population desservie, et les compétences mobilisées par les unes comme par les autres. Le Maroc a toujours su démontrer que quand il y a une volonté politique, on y arrive. Il n'y a pas pire que la Covid-19. Donc, dans tous les classements, moi je ne retiens que celui-là. Il n'y a pas pire que la Covid-19, et le Maroc fait partie des rares pays dans le monde qui s'en sont sortis grâce au leadership de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on ne réussisse pas des sujets beaucoup plus simples, même s'ils demandent une technicité et ils ont leur part de complexité. Il s'agit aussi de cette volonté transverse de différents départements pour que pas chacun travaille en silo comme on le disait. On a une commission au niveau de monsieur le chef du gouvernement où il y a 7 ministres qui se réunissent. Nous en sommes à la 7e réunion. Nous avons imaginé le sujet dans un cadre global qui est celui de la charte de l'investissement, qui prévoit dans l'un des articles de renvoyer vers un dispositif spécifique à ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Cette conférence est un jalon important. Le fait qu'on discute aujourd'hui, on est la preuve. Et la démarche du gouvernement avec énormément d'humilité, je vais le dire très clairement. Pour avoir été entrepreneur, je sais ce que c'est que l'entreprise et je sais quelle est la difficulté. Et je ne peux qu'avoir une posture d'humilité pour pouvoir écouter tous les acteurs. Vous avez 20 ans, d'autres personnes, enfin, si on cumule les expériences, on va se trouver un petit siècle d'expérience. Et notre devoir, c'est de vous écouter, mais pas avec une page complètement pleine. On aurait pu la remplir. Et on a volontairement proposé 50%. On va enchaîner avec le reste des intervenants du public. Houda Barakat, bonsoir, vous êtes président de la Fondation de l'éducation pour l'emploi. Donc vous, c'est vraiment l'accompagnement, les jeunes et surtout l'éducation. On a peu parlé du volet éducation, il est très important. La parole est à vous, Madame Barakat. Merci beaucoup. Alors effectivement, EFE Maroc, c'est l'inclusion, donc dans sa globalité, employabilité, entrepreneuriat, auto-emploi. Et c'est très important de ne pas dissocier en fait, parce qu'aujourd'hui, on a un entrepreneur qui cherche des salariés. On a des salariés qui vont peut-être être demain des entrepreneurs. Donc il faudrait se préparer à ce switch entre les étapes, entre les mindsets. Et c'est ce qu'on essaie de faire en fait à EFE Maroc. Donc, je suis ravie d'entendre qu'on va être considéré comme tiers secteur et que société civile, ça ne veut pas dire charité, mais ça veut dire vraiment un acteur participant aux politiques publiques. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas à EFE Maroc. Et on est ravis de voir qu'aujourd'hui, on a une belle une représentativité du secteur associatif. Il est important de garder cette coalition, cette consolidation des énergies, parce que vous avez devant vous des proof of concept. Pourquoi se lancer dans des pilotes quand vous avez déjà des personnes qui ont déjà lancé des pilotes, qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi? On va en tirer justement des enseignements pour reconstruire des projets qui vont être un succès. Donc l'idée, c'est vraiment bâtir sur les proof of concept qu'on a déjà mis en place grâce au financement de bailleurs de fonds nationaux et internationaux qui sont très demandeurs et rigoureux en termes de KPIs. Donc on est multinational à but non lucratif. Je n'aime pas appeler notre fondation association, on est une organisation non gouvernementale. Donc on aide le gouvernement dans les politiques, mais en essayant de chercher des financements à l'international et au niveau national. Donc essayons de rester sur cette convergence d'énergie, de consolidation sur ce qui a été déjà fait pour ne pas start from scratch, à chaque fois repartir à zéro, et bâtir ensemble des projets où il y a de la complémentarité. Je peux avoir des financements qui vont compléter les financements dont dispose par exemple Madame Houdin, et faire en sorte que voilà, il y a des projets sur toutes les régions. Je n'ai pas besoin de dupliquer EFE sur tout le Maroc. J'ai juste besoin d'avoir des partenaires sérieux sur tout le territoire national et avoir derrière un gouvernement qui m'appuie. On peut partir à partir des associations à utilité publique, digitaliser ça aussi, lister quelles sont les actions menées par les associations et on va essayer de bâtir une complémentarité sur cette base-là. Donc voilà, merci. Merci. Un commentaire, mesdames, monsieur, messieurs. Yassine Fall. Ce que j'ai entendu là, c'est qu'il y a une question d'échelle. Ce qui est certain, il y a une question d'échelle verticale, mais une échelle horizontale. Parce que il faut fédérer les compétences, il faut fédérer les efforts pour pouvoir avoir un vrai impact.
Et ce que je peux tirer de cette conférence, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette approche systémique, holistique, sans se créer de barrières. Et je crois que l'intérêt pour nous, en tant qu'institution multilatérale pour le développement, c'est de pousser ces fédérations d'efforts, ce cumul d'expériences. Monsieur le ministre a parlé du siècle, et on peut même le mettre en termes géographiques également. Et je crois que grâce à cette première expérience, et en allant plus loin, monsieur a parlé du Nigeria, de l'Égypte, ils ont l'avantage de l'échelle. Si on veut comparer avec le Maroc, mais d'un autre côté, il y a certaines actions qui sont peut-être plus faciles à développer à un niveau un peu plus humain, entre guillemets, et aussi peut-être que ces échelles-là poussent une certaine urgence, mais je sens aujourd'hui, grâce à cette conférence, c'est que ce sens de l'urgence, il existe bien au Maroc, il existe bien dans la région. Je crois qu'il y a une très belle participation de la région Afrique du Nord, de la région d'autres pays d'Afrique, parce que ce sens de l'urgence, il est là, les acteurs sont là, et je pense que tout le monde est impliqué, et la conclusion de cette conférence, on peut la voir ici. Très bien. Alors, parmi les acteurs qui sont impliqués un peu dans l'entrepreneuriat, ce sont les centres régionaux d'investissement. Ces centres régionaux d'investissement ont connu un réel chamboulement, j'ai envie de dire, de leur business model même. Alors, on a la directrice du pôle impulsion économique et offre territoriale du centre régional d'investissement de la région de Casablanca-Stade. Selma Benis, quelles sont les actions concrètes qui sont prises au niveau, bien sûr, de la région Casablanca-Stade pour cet entrepreneuriat, pour que ce climat des affaires, j'ai envie de dire, soit favorable à créer une entreprise et la maintenir en vie? Merci Hissène, bonsoir à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, je fais un témoignage de ce que fait un acteur public au niveau du territoire. Comme vous le savez, les CRI ont connu une réforme il y a 2 ans pour justement faciliter l'acte d'investir et faciliter l'acte d'entreprendre au niveau des territoires. Plusieurs chantiers ont été lancés. Le premier a été celui de la facilitation administrative. Monsieur le ministre en a parlé, en simplifiant les procédures, en digitalisant, mais surtout en unifiant le cadre de prise de décision des projets d'investissement. Et les résultats aujourd'hui sont palpables, ils sont là. On est passé à des délais de traitement et d'instruction des dossiers de presque 7 jours versus 30 jours pour le délai réglementaire. Les CRI aujourd'hui jouent un autre rôle puisque de nouvelles missions ont été assignées, celle de l'accompagnement des investisseurs, mais surtout de la TPME. Ils sont un guichet unique de l'accompagnement. Et rien que sur l'année 2021, plus de 6 000 entreprises ont toqué la porte des CRI, à la fois pour créer leur entreprise, pour soumettre leur projet d'investissement, pour être assistées dans leur démarche administrative. Madame Barka Boïda a parlé d'information, pour être informées sur les différents programmes qui existent, sur les incitations sectorielles qui existent. Et 300 parmi eux ont été sélectionnés pour participer au programme d'accompagnement de la TPME PRIMEM. Juste 2 mots pour parler de PRIMEM. PRIMEM, c'est quoi? C'est un programme qu'on a conçu de façon innovante, justement, pour répondre aux besoins de la TPME dans la région. On s'est appuyé sur 3 piliers. Le premier était celui de changer de paradigme et de changer de méthode, de méthodologie, la méthodologie classique avec laquelle on a toujours accompagné la TPME, en adaptant la méthodologie de la start-up, c'est-à-dire en apportant de l'innovation et en utilisant aussi le digital comme levier de développement. Le deuxième pilier a été celui du partenariat public-public, public-privé et public-ONG. Ce programme-là, on l'a lancé avec un incubateur de la place, qui est une ONG M-Size, mais toutes nos formations, tous nos bootcamps, on ne les fait pas dans les locaux du CRI, mais on le fait dans les locaux des écosystèmes de l'entrepreneur, dans les universités, dans les technoparcs, dans les banques. Et puis, le troisième pilier, finalement, c'est la territorialisation de l'approche. C'est donner un accompagnement de proximité à l'échelle entrepreneur et puis surtout de répondre à ses besoins de façon spécifique. Voilà, dernier mot pour dire marhaba les entrepreneurs et les investisseurs dans le CRI de la région Casablanca-Stade. Merci beaucoup, Madame Benis, Selma Benis du CRI de Casablanca-Stade. C'est que
on le rappellera jamais assez, il est très important de mettre en avant le travail, mais il reste beaucoup à faire. C'est vrai que les actions qui ont été faites sont très encourageantes, mais j'imagine que ça continue pour améliorer ce climat des affaires. Alors, peut-être un commentaire, sinon on va passer à présent à notre diaspora. Parce qu'on a parlé de l'acte d'entreprendre au Maroc, par les Marocains bien sûr. Ce serait bien qu'on écoute aussi ce que les Marocains du monde, les MRE, et en l'occurrence représentés par Zineb Hatim, qui est présidente de Maroc Entrepreneur, que nous joignons tout de suite depuis Paris. Zineb Hatim, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à votre émission. Merci Khadija. En effet, le Maroc connaît un climat encourageant et propice pour l'entrepreneuriat. Il y a de grands chantiers qui sont lancés actuellement et nous remarquons une dynamique assez importante dans la concrétisation de nouveaux projets, notamment de la part de la diaspora marocaine. Au sujet du financement, les remontées que nous avons au sein de Maroc Entrepreneur, c'est que beaucoup de porteurs de projets sollicitent des fonds propres ou des levées de fonds particuliers. La banque souffre encore de l'image du banquier qui demande toutes les garanties possibles et imaginables, avec des fois des conditions tout simplement irréalisables. Qu'est-ce que les banques peuvent faire pour changer cette image et pousser davantage les créateurs d'entreprises à se tourner en premier lieu vers elles? Merci. Mais merci à vous Zineb Hatim, merci. Lotfi Srat, une réponse à ce questionnement de la présidente de Maroc Entrepreneur. Pour la question, le financement de l'innovation obéit à certaines règles qui ne sont pas celles du financement classique. Et comme je le disais tout à l'heure, la prise de risque dans le cadre de la création et qui plus est fait de l'innovation, c'est encore plus complexe. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les banques accompagnent cette partie-là, mais ne l'accompagnent pas en financement direct. Ils l'accompagnent en faisant la promotion de fonds d'investissement dans lesquels ils mettent aussi des fonds. J'en citerai un, dans lequel nous sommes d'ailleurs avec Mme Fall, c'est celui qui est né à partir de l'initiative Innovinvest, le fonds Azur, qui fait plus de 300 millions de dirhams aujourd'hui, et dans lesquels nous, en tous les cas, en tant que CH Bank, nous avons mis de l'année. Et on finance à travers ce phénomène-là. Maintenant, je pense que le rôle des banques n'est pas uniquement, je dirais, d'impulser ou de donner des solutions de financement. En tous les cas, pour ma part, je pense que les banques sont un acteur qui doit innover et qui doit encourager l'innovation. Il me semble que l'innovation aujourd'hui tourne toujours autour du digital, notamment dans le monde du financement, ce qu'on appelle les fameuses fintech. Et je pense que là aussi, les banques ont un rôle à jouer, en tout cas pour celles qui le veulent. Et pour CH Bank, aujourd'hui, on a pu développer une offre à destination de ceux qui veulent innover. Une offre de connectivité au système bancaire et au système d'établissement de paiement pour qu'ils viennent finalement faire leur proof of concept, si je peux reprendre, et de voir si leur idée marche ou pas. Certains appellent ça le garage, d'autres appellent ça le bac à sable. Et cette offre-là, elle est mise à la disposition des startups qui le veulent et qui veulent travailler dans ce domaine-là. Donc, CH Bank a cette offre-là. Au-delà de ça, il y a également un dispositif physique, des espaces, des mètres carrés, qui sont adaptés à ce type de fonctionnement. Et ces espaces, en tous les cas pour nous, sont incubés dans la banque. C'est-à-dire que finalement, ces auto-entrepreneurs ou ces start-upers vivent dans la banque, s'ils le souhaitent bien entendu, peuvent vivre dans la banque et comprendre finalement quelles sont les problématiques de tous ces process de la banque et qui fait que peut-être eux, ils apporteront une solution. Donc voilà deux réponses que je voulais apporter. Bien sûr, une fois que la start-up est devenue licorne, elle trouvera des financements auprès de banques sans problème. Et il y a une entente cordiale entre toutes les banques et toutes ces... Parce qu'on parlait de silos en ce qui concerne les actions publiques. Est-ce que c'est la même chose pour les banques? Est-ce qu'on peut parler
d'un secteur bancaire, quelles que soient les entités. Chaque banque a sa personnalité. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est important. Et le système bancaire est un système qui est l'un des plus concurrentiels, enfin, secteur en tant que secteur. Donc, chaque banque aura sa stratégie, chaque banque aura sa personnalité. Pour notre part, puisque je parle de CH Bank, pour notre part, nous sommes une banque orientée vers les jeunes. Nous avons plus de la moitié de notre clientèle qui a moins de 40 ans, j'ai envie de dire. Nous avons toujours été présents dans l'innovation. Et donc, c'est tout naturellement que, bien entendu, on va venir proposer des process, ce qu'appellent les spécialistes d'open banking, qui permettent à ces start-upers de venir tester leurs idées avec la banque. Voilà. Un dernier mot, Monsieur le ministre Younes Khoury. Je vous avais promis que j'allais revenir sur le nouveau modèle de développement. J'y viens pour clore cette belle discussion que nous avons eue aujourd'hui. On parle de laisser émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de saisir les opportunités, de créer de la richesse, d'impliquer les acteurs. Là, on en a parlé. Faire émerger une nouvelle culture financière. Les autorités doivent jouer leur rôle de régulateur et veiller à installer un environnement porteur de stabilité macroéconomique et favorable aux affaires. On avait reproché un peu à votre gouvernement de ne pas s'inscrire dans ce nouveau chemin de développement. Vous y répondez quoi? Et par rapport à cette question de développement, certains points qui sont cités dans ce nouveau modèle de développement? Non, je pense au contraire. La tenue de cette conférence en est la preuve. C'est juste que le gouvernement a été nommé par Sa Majesté que Dieu l'assiste le 7 octobre. Il a fallu traiter en urgence la loi de finances. Par la suite, il a fallu lancer en urgence des programmes d'emploi parce qu'une bonne population a perdu ses emplois. Les chiffres du HCP font état de 430 000 personnes. Nous avons lancé un programme important qui s'appelle Aouraj pour 250 000 emplois. Et aujourd'hui, au bout seulement de 2 mois de lancement, nous sommes à 30 000 personnes qui ont reçu leur salaire effectivement à travers ce programme. Il a fallu faire un travail important au niveau du gouvernement pour la paix sociale, le dialogue social. Et depuis des décennies, nous venons d'arriver à un accord important. La question de l'entrepreneuriat, la question de l'appui aux entreprises a été traitée déjà dans des programmes d'urgence, dans un certain nombre de secteurs comme celui du tourisme et d'autres. Il y a eu cette envolée des prix qu'il a fallu traiter en toute urgence parce qu'il y a une guerre en Europe qui a des répercussions très très importantes. Et ça se passe dans le monde, ça a chamboulé les économies de beaucoup de pays, les chaînes d'approvisionnement également. Les risques macroéconomiques pèsent sur tous les gouvernements du monde de façon très très sérieuse. Et malgré tout cela, le gouvernement a continué sur son chemin à travers la généralisation de la protection sociale, qui est un chantier phare lancé par Sa Majesté, la matérialisation de l'État social actif à travers tout ce que j'ai dit, et notamment la prise en main de l'avenir des gens par eux-mêmes. Alors, arrive le moment, effectivement, de l'entrepreneuriat, de l'acte d'entreprendre, de cette génération d'entrepreneurs. C'est un sujet, il a été bien expliqué par nos éminents, je dirais, membres du plateau, mais également nos éminents invités du public, pour dire que nous disposons de MVPs, de prototypes. Nous avons énormément d'expérience. Nous avons des financements. Nous avons une action régionale. Et pourtant, nous n'avons pas une sorte d'entrepreneuriat à l'échelle. C'est ce que dit le nouveau modèle de développement. Donc ça passe par quoi? Ça passe par un design institutionnel différent. Du régulateur. C'est ce que vous avez dit. C'est exactement ce que nous sommes en train de prévoir dans le cadre de ce Small Business Act. Ça se passe deuxièmement par un accès au marché. Il faut être clair, il faut avoir le courage de dire est-ce qu'on va favoriser les auto-entrepreneurs, les petites entreprises, les start-up, etc., d'avoir des modalités facilitées en digital et en préférence nationale pour accéder au marché. Nous avons une réunion dans les prochains conseils de gouvernement sur le sujet globalement. Nous avons troisièmement les délais de paiement parce que ça tue la trésorerie, ça tue les petites entreprises. Et pour finir, nous avons également toutes ces entreprises en difficulté et la gouvernance de l'entrepreneuriat, de la petite entreprise, de la très petite entreprise. Si nous sommes ici dans cette conférence aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés quand même à des résultats assez concluants, mais nous ne voulons pas le faire tout seul parce que je pense que nous avons une expérience extraordinaire dans l'écosystème de notre pays. Il faut leur faire confiance et on est là pour les écouter et pour démarrer des consultations à large échelle pour pouvoir concrétiser un pacte entrepreneurial national, outillé, financé avec la loi, avec une déclinaison régionale et territoriale. Le message est clair et l'engagement un peu plus clair par rapport à ces acteurs de cet écosystème d'entrepreneuriat.
Monsieur le ministre Younes Khoury, merci beaucoup. Madame la présidente des régions, Madame Barka Bouaïda, merci beaucoup. Yassine Fall, toujours un plaisir. Et Lotfi Srat, merci d'avoir répondu à nos questions en toute transparence. À bâton rompu, merci également à vos contributions à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour la parité, n'est-ce pas, que ce soit pour les intervenants ou sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était cet épisode spécial de questions d'actu en marge de la conférence régionale sur le futur de l'emploi et le rôle de l'entrepreneuriat et des TPME. Merci à tous pour votre fidélité. Très bonne soirée.